Bonjour, bienvenue. On parle et je parle d'émotions à tout va, mais en fait, c'est quoi une émotion? Finalement, si on se pose la question, c'est pas si facile à donner une définition de l'émotion entre le sentiment, la sensation, l'émotion. Vous pouvez remonter quelques mois dans mes premiers podcasts, j'avais fait la différence entre chacun d'entre eux. Et là, je vais vous parler un petit peu de cette question qu'est-ce que c'est une émotion et c'est quoi les déclencheurs? Allez, je vous fais les principales, colère, tristesse, honte, peur. Qu'est-ce qui va déclencher ça, en fait, en nous, de manière très concise et très simple, pour vous donner une illustration? C'est une réaction qui se passe dans le corps et qui se passe dans la pensée, qui, qui est en fait une réaction à un stimulus qui est perçu comme important dans notre histoire, qui est perçu comme connu. Pas mal, non? Donc dans le corps, bah, ça peut faire de la sudation, des sueurs, les battements cardiaques qui ralentissent, comme dans la tristesse, ou qui s'accélèrent, comme dans la colère. Les muscles ils vont se contracter. On a un rythme du corps qui va se dévitaliser ou se revitaliser, etc. La chaleur, la fraîcheur. On a des sensations physiques, l'estomac qui se noue par exemple. Et c'est aussi dans la tête, dans l'éther de la pensée. Donc on interprète la situation, on l'analyse et on la pense. Et ça se rejoint avec le sentiment. Par exemple, ah bah il m'a vraiment manqué de respect là. Ou bien je suis déçue. Ou bien oh c'est une bonne nouvelle. Ok. Et puis c'est dans le comportement. Comment je vais mettre en action par rapport à ça. J'agis, je fuis, j'attaque, je me fige, je rigole, je me marre, je crie, je saute dans les bras de quelqu'un. Et toutes les émotions naissent d'un mécanisme qui est biologique, qui est physiologique aussi. C'est le cerveau reçoit le stimulus, mais aussi l'environnement, par le toucher, par l'odorat, par le goût, par la vue. Et en une fraction de seconde, pouf, l'ordinateur central interne, il dit qu'est-ce qu'on connaît de ça dans notre histoire. Et c'est lié souvent à notre instinct de survie. Donc le corps, il va réagir avant même que le mental, il pige qu'il s'est passé quelque chose ou qu'on a reçu ce signal. Par exemple, quand on va parler en public, même si on a l'impression qu'on est prêt par rapport à ce qu'on va dire, le cœur, il peut battre plus vite et le système nerveux, il prépare le corps, en fait, à agir. Hein. Voilà. Et du coup, le ressenti émotionnel, il passe par le corps bien plus qu'avant la tête, enfin, bien avant la tête. Et bien avant de devenir une expérience mise en conscience par le cerveau. Et du coup, moi, ce que je vais vous faire, c'est un peu un décodage, si vous voulez, juste illustrer les déclencheurs de la tristesse, de la honte, de la peur et pourquoi pas de la colère. Et qu'est-ce qui va déclencher la tristesse? Alors bon, déjà, physiologiquement, quand on analyse la tristesse, le rythme cardiaque il va baisser la plupart du temps. Il y a quelque chose qui se passe au niveau des poumons, de la gorge. Il y a 13 types à peu près de larmes différentes dans le corps par rapport aux émotions et par rapport aux mémoires. Et la tristesse, elle fait partie des émotions qu'on appelle universelles, que chaque personne les traverse à différents moments de sa vie. Et d'ailleurs, les mammifères ont de la tristesse, les éléphants pleurent aussi. Et vous pouvez voir aussi des chiens pleurer. Et la tristesse, c'est un signal en fait qui indique qu'il y a quelque chose qui compte profondément, qui va s'arrêter, qui est relié à mes valeurs et mes besoins en tant qu'humain profondément, ça vient toucher ça. Et la tristesse, elle vient aussi avec la perte d'une personne aimée, d'un lien, d'une chose que j'aime, d'un endroit que j'aime, d'une ambiance que j'aime, d'une opportunité, d'un projet qui compte pour moi. Et elle vient en moi, la tristesse, pour me donner la boussole, m'indiquer que cette chose n'est plus là et qu'elle comptait pour moi et que j'avais investi du temps, de la présence, de l'énergie, de l'amour. Et ça montre à quel point cette chose ou ce lien avait de la valeur
à l'intérieur de moi parce que ça nourrissait quelque chose en moi. Derrière la perte, il y a souvent l'amour et l'attachement et l'énergie qu'on a donnée pour ça. Il y a aussi la séparation avec les lieux de vie, une distance qui est imposée, il y a un déménagement, le départ de quelqu'un. La tristesse, elle va venir parce que on a un besoin fondamental de connexion et de proximité. Puis elle nous rappelle aussi à quel point le lien est essentiel à mon équilibre de vie. Et en général, elle peut venir aussi de soulagement, la tristesse. Quand on décharge. La tristesse, elle incarne, elle empêche de dissocier, tout comme la colère. La tristesse empêche surtout d'angoisser et la colère empêche surtout de dissocier. Ça veut dire que sous l'anxiété, par exemple, il y a souvent un besoin d'être protégé et d'être rassuré. J'ai jamais été rassurée ou protégée dans mon enfance. Du coup, j'angoisse, mais si je me laisse sentir ce qu'il y a vraiment dessous, il y a de la tristesse, de cette solitude, de cette chose que j'aurais tellement voulu avoir et du coup, je sens cette perte. Le rejet ou l'injustice, ça peut générer de la tristesse. Quand je me sens rejetée, exclue, incomprise, témoin à répétition d'injustice dans le monde, ça peut procurer un sentiment de solitude extrême. Et là, la tristesse, elle va venir parce que on porte un besoin profond de justice, de sécurité, de réparation, d'appartenance. Et quand c'est blessé en moi, l'émotion, elle monte. Et derrière la tristesse, il y a aussi un désir de respect et de reconnaissance de la part des pères. Qu'est-ce qui peut générer de la tristesse aussi? C'est l'impuissance, c'est l'échec. Quand les efforts que je mets en place aboutissent pas et que je me démotive ou que la réalité, elle échappe à mon contrôle. Du coup, parfois on veut être efficace, on veut aller de l'avant, on veut progresser, on veut évoluer et on a l'impression de ne pas y parvenir. Et ça peut réveiller un sentiment de tristesse. Ça révèle que on a un besoin de croissance et d'efficacité. La tristesse, elle peut être là aussi quand j'aurais tellement voulu recevoir quelque chose de quelqu'un ou de mes parents et je dois faire le deuil que peut-être je vais pas le recevoir ou pas comme je l'aurais souhaité. Et ça veut pas dire que c'est toxique. Parce qu'il y a aussi des choses qui vous animent, qui vous rendent vivante. Et si vous pouvez pas les obtenir ou les vivre, ça rend triste, c'est légitime. Le manque d'amour, de soutien, de présence, d'écoute, d'opportunité, de reconnaissance, de considération, de souffler sous vos ailes, tout ça, ça donne de la tristesse. C'est une boussole, c'est une alerte, la tristesse, qui dit « Hé, tes besoins internes ou relationnels, ils sont pas nourris. » Et du coup, c'est une invitation à chercher, à créer ce dont on a besoin un peu mieux, à se connaître un petit peu mieux et à orienter la boussole vers c'est quoi mes valeurs de soins, de protection, de sécurité, de lien, de tendresse, d'amour, de câlin. Et au lieu d'essayer de comprimer sa tristesse et de pas la sentir ou de la juger ou de dire non, je veux pas te sentir, je veux pas me montrer à quelqu'un, je veux pas me montrer faible. Au lieu de faire tout ça, on peut apprendre à l'accueillir avec tellement de bienveillance. Je ressens de la tristesse, c'est ok. C'est quoi qui l'a déclenché? Ok, je me laisse aller visiter ça. Je vais identifier qu'est-ce qui est associé à ça. Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi qui est important que ça réveille? C'est quoi qui est pas aligné dans ma vie aujourd'hui pour que ça réveille ça? Et qu'est-ce qui est aligné avec mes valeurs plutôt que ça? Et observez ce qui vous rend triste et laissez-vous la sentir. Elle fait mal, mais parce que parfois vous l'avez réprimée pendant tellement d'années que vous la connaissez plus. Alors faites connaissance avec cette partie de vous qui vous nettoie. Je vous ai fait un podcast entier sur la tristesse qui nettoie il y a quelques mois. N'hésitez pas à écouter ça. C'est pas une émotion à refouler, mais juste à comprendre. La tristesse, si je devrais conclure avec quelque chose, c'est la tristesse, elle me rappelle ce qui compte pour moi, ce qui mérite de l'attention de ma part, en moi. Et c'est aussi ce qui va nourrir l'humanité. Ok ? Après, on peut faire les déclencheurs de la peur. Qu'est-ce qui déclenche la peur ?
Alors ça, avec tous les podcasts du système nerveux que je vous ai fait, vous commencez à comprendre, je pense. Et ça aussi, c'est une émotion universelle qu'on retrouve partout. Sauf que la peur, chaque personne la vit différemment. Vous imaginez les définitions entre l'anxiété généralisée, une peur, une angoisse, un trouble panique, un hypercontrôle, un choc nerveux, un pic d'adrénaline. C'est un sacré continuum de la peur, en fait, qui existe en nous. Et la peur, c'est une réaction naturelle qui va dire, donc du corps et du cerveau, hein, qui veut nous garder en sécurité et qui va dire alerte, il n'y a plus de sécurité. Et quand la peur, elle vient, quel que soit le type de peur et son degré, je peux aller identifier ce qui me semble menaçant ou important à protéger dans ma vie. Donc, qu'est-ce qu'on m'enlève dans ma vie qui ne me va pas? Qu'est-ce que je subis qui ne me va pas? Qu'est-ce que je risque de me prendre sur la tête qui ne me va pas? Et là, j'ai un pouvoir d'action. Je prends le temps, je me demande si j'ai un pouvoir d'action là tout de suite, et si oui, je commence avec des petits pas. Donc la peur, elle montre qu'il y a du danger. Si c'est un bruit dans la nuit, ça peut m'alerter. Si à la conduite, je suis assise à côté d'un chauffard qui conduit n'importe comment, peut-être que je fais pas confiance. Si j'ai des habitudes bien ancrées puis que je me retrouve dans une situation inconnue, ça va réveiller de la peur. Parce qu'on a des grosses résistances au changement, l'être humain. Et du coup, le cerveau, il va activer l'alarme quand il y a un déclencheur. Même quand le danger, il est seulement imaginé, quand c'est seulement une illusion. La peur, elle prépare à réagir pour nous protéger, donc c'est une fonction biologique à la base. Même si elle se trompe parfois, puis qu'elle pense qu'aujourd'hui c'est toujours aussi horrible alors que ça l'est moins. Et la peur, elle vient aussi de l'incertitude, du manque de clarté et de l'incertitude. Donc si on ne sait pas ce qui va se passer, si on attend un résultat d'examen ou qu'on vit un changement, ça génère du stress, ça génère de la peur. Si notre partenaire s'exprime jamais, mais qu'on a fait l'expérience au préalable dans notre histoire que l'autre se tait, et d'un coup, il nous dit quelque chose qui fait très mal au cœur, ça va activer tout le temps ce mécanisme. La peur, elle est aussi là parce que notre cerveau, il aime la prévisibilité, de prévoir les choses, et la sécurité, et la stabilité, et le connu, alors que l'inconnu, lui, il peut réveiller un sentiment de vulnérabilité. Derrière l'incertain, il y a aussi cette habitude de contrôle et de recherche de stabilité, pour pas être trop ébranlé. La peur, tout comme la tristesse, elle peut aussi venir du rejet. La peur d'être jugé, de décevoir, de pas être à la hauteur, de recevoir du reproche, d'être critiqué. On a ce besoin profondément humain de lien, d'appartenance. Et quand on a tellement peur de ne pas avoir de lien, ça montre à quel point je peux attacher de la valeur aux relations, et du coup de quelles relations je m'entoure dans ma vie, pour que ça soit des relations qui me donnent de la sécurité et pas de la peur. Donc quand j'ai peur dans la relation, ça me montre à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas. Donc comment je le change? Comment je peux changer et aller vers choisir la connexion plutôt que de la fuir? La peur, elle montre qu'il y a une perte de contrôle. Quand j'ai peur d'échouer, quand j'ai peur d'être impuissant, quand je ne peux pas changer une situation parce que je n'ai pas de contrôle là-dessus, j'ai peur. Et elle vient aussi parce qu'on veut évoluer, qu'on veut maîtriser les choses qui sont importantes pour nous. On veut maîtriser notre vie, on veut être des directeurs et des directrices de notre vie. On ne veut pas que quelqu'un d'autre choisisse notre vie à notre place. Donc elle vient aussi pour exprimer un besoin de compétence et de croissance, tout simplement. Après toutes les expériences passées, les traumatismes, les blessures qui sont encore sensibles, toutes ces mémoires qui sont encore douloureuses, elles déclenchent la peur. Quand il y a des petits stimuli au présent qui se reproduisent, qui reviennent, la peur, elle revient, si on ne la déprogramme pas. Parce que le cerveau, il réactive la peur pour essayer d'éviter que ça se reproduise, justement. Mais si la situation actuelle, elle est plus dangereuse, ça ne sert à rien.
Du coup, l'émotion, elle reste vive, mais ça sert plus à rien. Et là, la boussole, elle montre en fait un besoin de sécurité et de guérison. Donc, au lieu de chercher à supprimer cette peur, à gérer le stress, à prendre des antidépresseurs, et on peut reconnaître, ok, je ressens de l'angoisse, qu'est-ce que tu veux me dire, chère angoisse? C'est quoi le message que tu as à me donner? C'est une expérience humaine. Vous pouvez identifier le déclencheur. C'est quoi? C'est un souvenir, c'est un échec, c'est un rejet, c'est une incertitude, un manque de clarté. Et vous pouvez le nommer, de dire j'ai quoi comme besoin, j'ai quoi comme valeur. Ah, j'ai envie de stabilité, de réussir, de sécurité, de paix, de félicité. Puis là, je vais choisir une petite action que je peux mettre régulièrement en place pour être plus alignée avec moi, même si la peur, elle est toujours présente. Ok? C'est pas un obstacle, la peur, c'est une alarme qui me rappelle ce que je veux protéger, ce que je veux préserver, ce que je veux protéger, et que j'ai peut-être plus à me protéger aujourd'hui, que je peux faire différemment. Que l'adulte que j'étais, l'enfant que j'étais, ne pouvait pas se protéger, mais l'adulte que je suis peut faire différemment. Ok? L'adulte que je suis peut faire différemment sans être entièrement régi par la peur, sans être dirigé par cette peur entièrement. Après, je vais pas vous faire la honte, parce que la honte, j'ai fait un podcast entier dessus, vous pouvez aller l'écouter si ça vous intéresse. Mais pourquoi pas la colère? C'est une émotion qui est aussi universelle, qu'on retrouve partout, chez les mammifères, chez les humains, et puis qui est souvent... Donc, d'ailleurs, j'ai fait un podcast sur la colère aussi il y a quelques mois, mais qui est jugée malsaine, toxique. Mais je vous dis pas de péter un câble contre votre partenaire et d'être violent verbalement ou physiquement. Par contre, de se laisser vivre la colère, ça c'est sain. La colère, elle apparaît souvent quand il y a une injustice, quand on se sent pas respecté, et quand ma limite, elle a été menacée, quand ma ligne rouge n'a pas été respectée. Donc soit je n'ai pas su poser mes limites, et du coup ça me met en colère, soit je n'ai pas su exprimer mes besoins, ça me met en colère quand ils sont pas respectés, soit je l'ai fait et la personne ne respecte pas quand même. Donc pour l'injustice, c'est quand je suis témoin ou victime de quelque chose d'inégal, où on me compare, où je subis un traitement injuste, où je subis de l'irrespect. La colère, elle surgit parce que je porte en moi un besoin profond d'équité. Elle m'alerte, elle dit « Hé, il y a quelque chose qui n'est pas juste là ». Ça soulève ma valeur de respect. Quand mes limites sont atteintes, quand mon espace vital il est intrusé, ou que mes valeurs elles sont pas respectées ou balayées parce qu'on s'y intéresse pas, parce que l'autre personne met son monde par-dessus tout le temps, ou projette, non c'est toi qui tues, mais toi aussi tu, dès que j'essaye d'exprimer comment je me sens ou ce que je veux, l'autre dit oui, bah moi aussi, blablabla, c'est pas respecté mon monde. Donc la colère, elle agit comme un gardien de mes propres limites. Elle dit « Hé, t'as le droit d'exister et de poser des limites. » Donc c'est une boussole vers le respect de soi et l'intégrité, l'ancrage. Boum, j'ai le droit d'exister. Elle montre de la frustration aussi. S'il y a un truc qui bloque mon évolution, mes efforts, qu'on me remet tout le temps dans la même case, que ça bloque mes projets ou que ça empêche mes avancées, ça me met en colère. Quand je suis pas entendue tout le temps, ça déclenche la colère. La colère, elle exprime aussi ce souhait de progresser, en fait, et d'être efficace, d'aller de l'avant dans la vie. Et elle apparaît quand il y a un écart entre ce qu'on veut et la réalité. Du coup, ça soulève un besoin d'autonomie. Et puis, elle peut arriver aussi quand il y a de l'incohérence entre les actes et la parole, que ça soit ses propres actes, versus sa propre parole ou ceux des autres. Et puis, la colère, souvent, elle couvre, elle camoufle les autres émotions. Donc, la tristesse, souvent, sous la colère, il y a la tristesse, ou la peur ou la honte. Facile, non? Donc, la colère, c'est un peu un fourre-tout, et puis, c'est le fourre-tout qui protège tout le reste. Quand on arrive à calmer la colère, en général, on pleure, ou alors on a peur, ou alors on a honte. Voilà. Une personne qui gueule tout le temps, qui crie tout le temps, elle peut en fait cacher une peur de perdre le contrôle ou une blessure profonde.
Donc en fait, c'est une armure protectrice, sa colère. Et elle incarne aussi, elle empêche de dissocier la colère, et puis elle signale un besoin de sécurité et de reconnaissance. Et quand on est minimisé, inconsidéré, humilié, rejeté, pas considéré, ou qu'on est méprisé ou rejeté, la colère, elle vient parce qu'elle dit « Mais t'as un besoin comme tout le monde fondamental de dignité, d'intégrité et d'appartenance. » Elle est en train de vous dire « Tu mérites d'être reconnu et respecté. » Voilà. Donc, elle vous aide à avoir une meilleure estime. Donc, plutôt de la refouler, de l'enterrer, ou d'exploser tout le temps, on peut aussi reconnaître « Je suis en colère, je ressens de la colère et c'est légitime. Voilà ce qui est le déclencheur de ma colère. Je l'identifie. Ma limite pas respectée, l'injustice, la frustration. Et je nomme, je me suis pas sentie respectée, ou j'arrive pas à progresser, ou... Et là, je choisis une petite action qui est alignée à ma vie actuellement, que je peux mettre en place pour faire différemment petit à petit. Choisir plutôt que de réagir avec une réaction impulsive. Et c'est pas un défaut, la colère. C'est une force protectrice aussi, qui montre encore une fois ce qui compte pour vous. Donc quand on l'accueille, ça peut devenir une énergie transformatrice de changement fabuleuse. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Ça fait déjà pas mal pour aujourd'hui. Mais je pense que ça peut vous aider aussi à peut-être identifier ces déclencheurs émotionnels et apprivoiser vos émotions. C'est quoi ces émotions? Qu'est-ce qu'elles me disent? D'où elles viennent? Et puis comment je peux leur donner une place dans ma vie et arrêter de me faire du mal à les comprimer tout le temps? Combien de personnes je vois en séance qui serrent le ventre et qui deviennent rouges comme des homards parce que c'est tellement difficile de se laisser toucher de nouveau. Mais c'est libérateur, c'est tellement pourri quand on n'arrive plus à pleurer, plus à rien ressentir parce que le système nerveux il est complètement dissocié, complètement irrité et on dissocie. Et je connais ça et il y a beaucoup de gens qui connaissent ça. Alors dites-vous que vos émotions elles vous rendent profondément humain et humaine et vivant parce que la vie c'est du mouvement et on n'est pas des robots. On n'est pas fait pour être linéaire et plat et lisse et ne rien ressentir. L'expression sage comme une image, une image elle bouge pas, pouf, elle est figée, c'est morne, c'est plat, c'est pourri. Vous n'avez pas envie d'être une image. Vous avez envie d'être vivant. Alors soyez vivant et demandez-vous qu'est-ce que je peux faire pour comprendre un peu mieux mes émotions, les accueillir et les vivre, pour vivre pleinement, avec mon corps, avec mon esprit et me redécouvrir. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager autour de vous si ça vous plaît, si ça vous parle et si ça parle à quelqu'un que vous connaissez. À tout bientôt.